L'Iran vient de commettre la plus grande erreur de calcul stratégique de l'histoire militaire moderne. Et le prix qu'il en a payé va vous choquer. Nous parlons d'une doctrine militaire de 40 ans, construite sous terre, enfouie sous des montagnes, renforcée d'acier et de béton, censée être intouchable, inviolable. L'ultime police d'assurance contre tout adversaire osant défier le contrôle iranien sur la voie maritime la plus critique au monde. Elle a disparu. Pas endommagée, pas dégradée, disparue. Et voici ce que personne ne vous dit vraiment. Les armes utilisées pour la détruire, la stratégie derrière tout ça, et ce que cela révèle sur l'avenir de la guerre. Ça change tout. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez ce conflit à un niveau que la plupart des analystes tentent encore d'atteindre. Je vais vous guider à travers l'opération entière, couche par couche, les armes qui l'ont rendu possible, les commandants traqués et tués, la catastrophe économique qui a entraîné 22 nations dans le combat, et la seule question à laquelle personne n'a encore répondu. Est-ce vraiment terminé? Si vous êtes nouveau ici, cette chaîne existe pour une seule raison. Vous donner le tableau complet sur les conflits, les armes et les bouleversements géopolitiques qui reconfigurent le monde en temps réel. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications, car cette histoire continue d'évoluer et vous ne pouvez pas vous permettre de manquer la suite. Entrons dans le vif du sujet. Avant de parler du déroulement des événements, vous devez comprendre la logique derrière la décision de l'Iran, car ce n'était pas de l'imprudence. C'était calculé, délibéré, exécuté au moment le plus douloureux possible pour l'économie mondiale. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes coordonnées sur l'Iran dans une opération baptisée par Washington Opération Epic Fury. L'ouverture du feu était stupéfiante par son ampleur. Selon des rapports de Britannica et de multiples sources du renseignement de défense, les frappes ont ciblé les missiles iraniens, les systèmes de défense aérienne, les infrastructures militaires et la direction iranienne directement, avec près de 900 frappes dans les 12 premières heures. La première frappe a tué le guide suprême Ali Khamenei. La réponse de l'Iran a été immédiate. Des missiles et drones de représailles ont frappé les bases militaires américaines dans toute la région, les territoires des États du Golfe, les villes israéliennes et les navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz. Puis l'Iran a joué ce qu'il croyait être son atout ultime. Il a fermé le détroit d'Ormuz. Faites une pause, car cette phrase « fermer le détroit d'Ormuz » ressemble à un titre de journal. Ce qu'elle signifie réellement, c'est une urgence économique d'échelle civilisationnelle. Le détroit d'Ormuz mesure 33 km à son point le plus étroit. 33 km. C'est le seul passage par lequel environ 20 millions de barils de pétrole transitent chaque jour. Près de 20% de tout le commerce maritime mondial de pétrole, selon les données citées dans l'analyse Wikipédia de la crise. Avant ce conflit, environ 138 navires empruntaient ce couloir chaque jour. Pétroliers, cargos, méthaniers, porte-conteneurs. 138. Le 17 mars, ce nombre s'était effondré à 3. 3 navires par jour dans un détroit qui en accueille normalement 138. Laissez ce chiffre vous atteindre. Le Brent a dépassé les $100 le baril le 8 mars pour la première fois en 4 ans, atteignant un pic de $126. Selon des analystes cités dans la synthèse de Britannica sur le conflit, la fermeture représentait la plus grande perturbation de l'approvisionnement énergétique mondial depuis la crise de l'énergie des années 1970. Pas la guerre du Golfe, pas l'Irak, les années 1970. Ce n'était pas du chaos, c'était la stratégie de l'Iran. Et 3 armes très spécifiques la rendaient efficace. Voici comment l'Iran a concrètement appliqué cette fermeture, car comprendre cela est essentiel pour comprendre ce que les États-Unis ont dû démanteler. Le premier niveau, les mines. Au moins 12 mines à ventouses Mahan 3 et Mahan 7 ont été posées silencieusement dans le détroit, invisibles en surface, conçues pour exploser au contact, destinées à interdire le passage à tout navire osant s'approcher. Silencieuses, patientes, dévastatrices. Le deuxième niveau, les bateaux d'attaque rapide. Des centaines de vedettes affiliées aux gardiens de la Révolution, opérant en configuration d'essaim coordonné, attaquant des navires commerciaux simultanément depuis plusieurs angles, trop rapides et trop nombreux pour qu'un seul bâtiment puisse se défendre. À mi-mars, l'Iran avait confirmé au moins 21 attaques contre des navires marchands, dont des frappes mortelles contre des pétroliers comme le MKD Venom. Ce n'était pas du harcèlement aléatoire, c'était une campagne systématique de terreur économique. Le troisième niveau, et c'est celui qui empêchait les planificateurs militaires américains de dormir la nuit, était constitué par les missiles de croisière anti-navires tirés depuis la côte. Des armes comme le Nord, une adaptation iranienne du missile chinois C-802,
avec une portée de 120 à 170 km. Le Qader, une variante améliorée capable d'engager des cibles à 200 à 300 km de travers le détroit. Et la plus dangereuse de toutes, l'Abu Mahdi, un missile d'une portée dépassant les 1000 km, capable de frapper des navires aussi loin que le golfe d'Oman, une arme pouvant atteindre les bâtiments avant même qu'ils n'entrent dans le détroit. Ces missiles n'étaient pas stockés sur des rampes à ciel ouvert, ils étaient dissimulés dans des bunkers souterrains renforcés, creusés directement dans le terrain montagneux le long de la côte iranienne. Des infrastructures construites sur des décennies, protégées par des couches de béton armé et de roches solides, le genre d'installation spécifiquement conçue pour résister aux frappes aériennes conventionnelles. L'Iran avait toutes les raisons de croire que ces bunkers étaient intouchables. Ils avaient tort. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est là que cette histoire devient extraordinaire. Le 17 mars 2026, le commandement central américain a publié une déclaration qui a envoyé des ondes de choc dans toute la communauté mondiale de la défense. Le CENTCOM a confirmé dans un post sur X que les forces américaines avaient avec succès employé de multiples munitions perforantes de 5000 livres contre des sites de missiles iraniens renforcés le long de la côte iranienne, près du détroit d'Ormuz. L'arme était le GBU-72 Advanced 5K Penetrator, et c'était la première fois qu'il était utilisé au combat. Laissez-moi vous expliquer exactement ce que fait cet engin, car l'ingénierie est remarquable, et le fait que l'Iran n'en ait jamais tenu compte est la raison pour laquelle toute leur stratégie s'est effondrée. Le GBU-72, tel que confirmé par la documentation technique de Wikipédia, est une bombe guidée de perforation de bunker pesant exactement 5000 livres, soit environ 2270 kg. Il utilise un kit de guidage GPS et de navigation inertielle dérivé de l'architecture JDAM. Nuages, fumée, obscurité totale, brouillage électronique, rien de tout cela n'a d'importance. Cette arme trouve sa cible, quelles que soient les conditions, avec une précision de quelques mètres seulement. Mais voici ce qui la rend véritablement terrifiante. La bombe n'explose pas au contact de la surface. Son corps allongé en acier est spécifiquement conçu pour minimiser la résistance à l'air et concentrer la force cinétique maximale sur la plus petite surface d'impact possible. Quand elle frappe, elle ne s'arrête pas, elle plonge. Selon une analyse de 1945.com, citant l'ancien expert en armement du Pentagone Chris Osborne, le GBU-72 pénètre 30 mètres de terre compactée ou plus de 6 mètres de béton armé avant que sa fusée à retardement ne déclenche la détonation. Pensez à ce que cela signifie. La bombe est à l'intérieur de la structure quand elle explose, dans un espace souterrain confiné. L'onde de choc n'a nulle part où aller. La pression se propage vers l'intérieur. La structure n'est pas frappée de l'extérieur, elle est détruite de l'intérieur. Comme l'a rapporté The War Zone, le GBU-72 a été spécifiquement développé pour combler un vide critique dans l'arsenal américain, se situant entre l'ancien GBU-28, entré en service en 1991, et le GBU-57, Massive Ordnance Penetrator, beaucoup plus grand et beaucoup plus rare. En déployant le GBU-72 contre l'infrastructure de missiles côtiers iraniens, l'armée américaine a pu préserver son stock limité de la plus grande arme pour des cibles prioritaires plus élevées, à savoir tout ce qui est nucléaire. Ce n'est pas simplement de l'efficacité opérationnelle, c'est une gestion sophistiquée des munitions à l'échelle stratégique. Plusieurs bombes GBU-72 ont été larguées sur les tunnels souterrains renforcés creusés dans les montagnes le long des rives nord du détroit d'Ormuz. Les cibles abritaient les missiles de croisière anti-navires Nour, Qader et Abu Mahdi, les armes mêmes qui avaient transformé chaque pétrolier en transit en victime potentielle. Le CENTCOM a confirmé les résultats sans ambiguïté. Les structures souterraines ont été détruites de l'intérieur. Le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, a livré l'évaluation qui a mis fin au débat. Le stock de missiles de l'Iran, a-t-il déclaré, avait été réduit de 90%. 90%. Ce n'est pas des dommages, c'est une élimination. Mais voici ce que les planificateurs militaires américains avaient compris, quelque chose que les titres ont manqué. Détruire les sites de missiles ne suffisait pas, car le détroit comportait encore des menaces. Rapides, mobiles, en essaim. Et celle-là nécessitait un type d'arme complètement différent. C'est la partie de cette histoire que vous n'auriez vraiment pas pu prédire. Car la deuxième arme décisive dans un conflit maritime high-tech en 2026 était un avion conçu dans les années 1970. Le président des chefs d'état-major interarmés américains, le général de l'armée de l'air Dan Kane, l'a souligné lors d'un briefing au Pentagone. Il parlait du A-10 Thunderbolt II,
le Warthog. Les gens qui ne suivent pas les affaires militaires se demanderont ce qu'un avion de 50 ans a à voir avec ce conflit. Et la réponse révèle quelque chose d'important sur la façon dont les guerres se mènent réellement. Au cœur du A-10 se trouve le JAU-8 Avenger, un canon rotatif de 30 mm à 7 canons, capable de tirer 3900 coups par minute. Ces projectiles perforants réduisent en pièces un bateau d'attaque rapide en quelques secondes. Mais l'avantage décisif du A-10 n'est pas seulement sa puissance de feu. C'est ce que les planificateurs militaires appellent le temps de loitering persistant. Le A-10 vole bas et lentement, à des vitesses plus proches d'un avion à hélice que d'un chasseur à réaction. Cela lui permet de tourner au-dessus d'une zone cible pendant de longues périodes, maintenant un contrôle visuel et de feu continu sur une large zone. Il peut également emporter des missiles AGM-65 Maverick et des roquettes non guidées. En pratique, c'est une plateforme d'armement volante capable de rester en station pendant des heures, surveillant et éliminant tout ce qui bouge sur l'eau en dessous. Selon les déclarations officielles du CENTCOM, les A-10 ont été déployés spécifiquement pour chasser et détruire les essaims de vedettes rapides iraniennes dans le détroit d'Ormuz, et ils étaient couplés avec des hélicoptères d'attaque AH-64E Apache, utilisant des missiles Hellfire et leurs propres canons de 30 mm pour éliminer simultanément les menaces mobiles le long de la côte iranienne. Les résultats ont été décisifs. La stratégie d'essaim de l'Iran, l'épine dorsale de sa doctrine de guerre navale asymétrique, s'est effondrée. La flotte, qui perturbait 27% du trafic dans le détroit, a commencé à subir des pertes catastrophiques et irremplaçables. Les vedettes d'attaque rapide de l'Iran sont passées de chasseurs à proie. Mais la présence du Warthog a produit un second effet tout aussi important. Tant que les A-10 patrouillaient le détroit, aucun navire iranien ne pouvait remonter en surface pour poser de nouvelles mines. Les opérations de déminage déjà en cours sont devenues considérablement plus sûres. L'avion conçu pour tuer des chars soviétiques dans une guerre terrestre européenne était devenu, 50 ans plus tard, le bouclier protégeant une voie maritime mondiale. Voici maintenant un développement que la plupart des reportages ont complètement manqué, et c'est peut-être la pièce la plus significative de toute cette histoire pour l'avenir. Le 26 mars, le porte-parole du Pentagone Tim Hawkins a confirmé à Reuters pour la première fois publiquement que des drones de mer autonomes sans équipage patrouillaient activement dans le détroit d'Ormuz tout au long de l'opération Epic Fury. La plateforme était le Garci, un bateau autonome de 5 mètres produit par Black Sea Technologies, une entreprise du Maryland. Capable d'une navigation entièrement autonome sans opérateur humain à bord. Ces bâtiments ont effectué des patrouilles totalisant plus de 450 heures opérationnelles pendant la campagne. Avec une autonomie dépassant les 2200 milles nautiques, leur mission principale était la surveillance et l'alerte précoce. Mais ils possèdent une capacité secondaire que les équipages des vedettes d'attaque rapides iraniennes devaient bien comprendre. Lorsqu'ils sont redirigés, ces bâtiments peuvent être convertis en véhicules d'attaque kamikaze. Des armes autonomes coûtant une fraction du prix d'un navire de guerre conventionnel et ne présentant aucun risque pour la vie humaine. L'Iran avait attaqué des pétroliers avec des drones navals à 2 reprises pendant ce conflit. Les États-Unis avaient été critiqués en début de campagne pour leur lenteur à contrer cette menace asymétrique. Le déploiement du Garci était la réponse. L'Amérique ne se contentait plus de répondre à la guerre asymétrique, elle en menait une. Et puis est venue l'opération qui a changé le calcul psychologique de l'ensemble du conflit. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, et le Premier ministre Benjamin Netanyahou ont annoncé une frappe nocturne critique qui a fondamentalement modifié le cours des événements. L'amiral Ali Reza Tangsiri, commandant de la marine des gardiens de la révolution islamique, le plus haut gradé directement responsable de la fermeture du détroit d'Ormuz et de la campagne de pose de mines, a été tué dans une frappe aérienne israélienne dans la ville portuaire stratégique de Bandar Abbas. Le ministre de la Défense israélien Katz a rendu le message explicite. Nous vous trouverons un par un. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a résumé le résultat opérationnel lors d'une réunion du cabinet avec le président Trump en une seule phrase. L'Iran, a-t-il déclaré, n'a plus de marine ni de commandant naval. Pas affaibli, pas dégradé, disparu. Les analyses militaires indépendantes ont confirmé l'évaluation. Selon l'examen détaillé du Gulf International Forum sur l'effondrement de la défense navale iranienne, les forces américaines ont détruit ou mis hors de combat plus de 120 navires iraniens, tant de la marine régulière que de la marine des gardiens de la Révolution, depuis le début de l'opération.
Les principales installations navales de Bandar Abbas, à l'entrée même du détroit, ainsi que celles de Chabahar et de Konarak dans le golfe d'Oman, ont été frappées dans les premières heures du conflit par des missiles de croisière Tomahawk lancés depuis des destroyers de la marine américaine. Dès le 4 mars, 20 navires iraniens avaient déjà été confirmés coulés ou gravement endommagés. Les images satellites de la base navale de Bandar Abbas parlaient d'elles-mêmes. Le grand navire de soutien iranien, l'Iran Makran, visiblement en flammes à quai. Maintenant, prenez du recul par rapport aux frappes individuelles, et ce qui se dégage est quelque chose d'historiquement sans précédent par son intensité et son ampleur. Des bombardiers furtifs B-2 Spirit ont effectué des missions non-stop de 37 heures depuis le continent américain, se ravitaillant plusieurs fois en vol, frappant les installations souterraines profondes de l'Iran avec des bombes perforantes de 2000 livres et des GBU-57. Les systèmes de défense aérienne iraniens ne pouvaient pas les détecter. Ils étaient invisibles, non seulement au radar, mais au concept même de défense aérienne iranienne. Les B-1B Lancer ont effectué des missions de frappe globale de 34 heures contre les dépôts de missiles anti-navires iraniens, utilisant leur capacité de pointe supersonique et leur immense capacité d'emport interne pour livrer des bombes à guidage de précision de la série GBU contre des batteries côtières et des silos souterrains. Les B-52 Stratofortress ont rejoint la campagne début mars, frappant les dépôts de drones, les installations de production de torpilles et les plateformes de lancement côtières, maintenant une pression continue sur le territoire iranien pendant des heures. Je vais vous guider à travers l'opération entière, couche par couche, les armes qui l'ont rendue possible, les commandants traqués et tués, la catastrophe économique qui a entraîné 22 nations dans le combat, et la seule question à laquelle personne n'a encore répondu. Est-ce vraiment terminé? L'Iran vient de commettre la plus grande erreur de calcul stratégique de l'histoire militaire moderne. Et le prix qu'il en a payé va vous choquer. Nous parlons d'une doctrine militaire de 40 ans construite sous terre, enfouie sous des montagnes, renforcée d'acier et de béton, censée être intouchable, inviolable. L'ultime police d'assurance contre tout adversaire osant défier le contrôle iranien sur la voie maritime la plus critique au monde. Elle a disparu. Pas endommagée, pas dégradée, disparue. Et voici ce que personne ne vous dit vraiment. Les armes utilisées pour la détruire, la stratégie derrière tout ça, et ce que cela révèle sur l'avenir de la guerre. Ça change tout. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez ce conflit à un niveau que la plupart des analystes tentent encore d'atteindre. Comme l'a rapporté Fox News, sur la base des données officielles du CENTCOM, à la 5e semaine de l'opération, plus de 11 000 cibles avaient été frappées. Plus de 11 000 sorties de combat avaient été effectuées. Plus de 150 navires iraniens avaient été endommagés ou détruits. Le président Trump s'est exprimé directement sur l'ampleur de ces opérations, déclarant que l'armée américaine écrasait les stocks d'armes de l'Iran, détruisant leurs usines de missiles et de drones à des niveaux que personne n'aurait cru possibles, et réduisant leurs bases industrielles de défense à néant. Le CENTCOM est allé plus loin. L'amiral Cooper a confirmé que l'opération ne ciblait pas seulement les systèmes d'armes actifs. Elle démantelait systématiquement l'infrastructure industrielle qui les sous-tendait, les chaînes de production, les réseaux logistiques, les structures de commandement qui auraient permis à l'Iran de reconstituer ses capacités dans le temps. Cela comprenait une installation de stockage de drones navals près du détroit, identifiée le 1er mars et entièrement détruite en 8 jours. Une installation de production de drones d'attaque à Téhéran, rendue inopérante moins d'une semaine après son identification. Le dépôt militaire de Yazd, une installation de commandement de missiles critiques des gardiens de la Révolution, responsable de la production de torpilles légères et lourdes, frappé avec la destruction de la totalité de ses 8 bâtiments de production. Ce n'était pas une campagne militaire, c'était l'élimination systématique de la capacité de l'Iran à mener à nouveau cette guerre. Voici maintenant ce que les titres sur la victoire esquivent, et vous devez l'entendre. Même après tout cela, après l'effondrement des bunkers souterrains, la décimation de la flotte navale, la mort du commandant de la marine des gardiens de la Révolution, la réduction de 90% du stock de missiles, le ciblage des usines de drones, l'Iran n'est pas totalement hors jeu. Des lanceurs mobiles dissimulés ont survécu à la campagne. Des stocks de drones subsistent. La capacité de l'Iran à produire des UAV kamikazes de type Shahed en quantité significative n'a pas été complètement éliminée. Et surtout, les mines déjà posées dans le détroit sont toujours là, chacune d'entre elles. Les opérations de déminage devraient prendre des semaines et sont déjà en cours. Et c'est là où l'Iran a fait quelque chose que quasiment personne dans les médias occidentaux n'a correctement expliqué.
Même alors que ses capacités militaires conventionnelles s'effritaient autour de lui, Téhéran a reconnu qu'il détenait encore un levier économique. Dans un geste extraordinaire, l'Iran a commencé à exiger une taxe de transit de 2 millions de dollars aux pétroliers tentant de passer par le détroit, tout en permettant à ses propres exportations pétrolières et aux navires de nations amies sélectionnés de circuler librement. Le 26 mars, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a annoncé que les navires de 5 nations, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Irak et le Pakistan, seraient autorisés à transiter sans interférence. Les navires malaisiens et thaïlandais ont ensuite obtenu l'accès grâce à un engagement diplomatique direct avec le gouvernement du président Massoud Pezeshkian. Lisez cela attentivement. L'Iran opérait le détroit à la fois comme un champ de bataille et comme un poste de péage, étranglant sélectivement les intérêts économiques occidentaux tout en protégeant ses propres relations commerciales. Le détroit n'était pas seulement une arme, c'était un levier. Et aussi dégradées que fussent les capacités militaires de l'Iran, ce levier n'avait pas été entièrement arraché. Voici ce que la perturbation a réellement coûté au monde, au-delà des chiffres de prix du pétrole en première page. La fermeture n'a pas seulement affecté le brut. Les marchés de l'aluminium ont convulsé, les prix des engrais ont grimpé en flèche. Et dans un détail qui a surpris même les analystes des matières premières, les chaînes d'approvisionnement mondiales en hélium ont été perturbées, car une part importante de l'hélium mondial transite par la région. L'installation de Ras Laffan au Qatar, l'un des principaux centres d'exportation de GNL au monde, a été frappée par des drones iraniens, provoquant un incendie et perturbant les opérations. Le ciblage par l'Iran des infrastructures énergétiques du Golfe n'était pas aléatoire. Il était chirurgical, visant les nœuds spécifiques qui infligeraient une douleur maximale aux marchés mondiaux. Les données d'assurance maritime racontent l'histoire en termes financiers aussi froids que possible. Avant le conflit, les primes d'assurance risque de guerre pour le transit par le détroit d'Ormuz s'élevaient à environ 0,125% de la valeur du navire par traversée. Dans les jours précédant immédiatement l'éclatement des hostilités, ce taux avait déjà grimpé à entre 0,2 et 0,4%, et jusqu'à 4% pour un très grand transporteur de brut. Cela représente $250 000 supplémentaires pour une seule traversée d'un supertanker. Une fois le conflit pleinement déclenché, la couverture de risque de guerre de protection et d'indemnité a été effectivement retirée entièrement le 5 mars. Le détroit était fermé non seulement par la force, il était fermé par les mathématiques. L'économie du transit le rendait fonctionnellement impossible, indépendamment de la menace militaire. C'est pourquoi la réouverture du détroit n'a jamais été simplement un objectif militaire. C'était une urgence économique mondiale, le plus grand choc d'approvisionnement depuis les années 1970. Et c'est pourquoi 22 pays ont finalement été impliqués. Le 19 mars, un tournant diplomatique critique s'est produit. Les dirigeants du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas, du Japon et du Canada ont publié une déclaration commune condamnant explicitement la pose de mines iraniennes, les attaques de drones et le blocus du détroit, et annonçant des contributions concrètes pour rétablir le passage en toute sécurité. 22 pays ont finalement promis leur soutien. Le Royaume-Uni est devenu l'ancre opérationnelle de la coalition dans un domaine spécifique, le déminage. La Royal Navy a confirmé le déploiement de drones de chasse aux mines sans équipage et de véhicules de surface autonomes, des systèmes conçus pour détecter et neutraliser les mines iraniennes à distance de sécurité, utilisant la technologie de signature acoustique et magnétique pour déclencher des détonations contrôlées sans risquer la vie d'un seul marin. Des experts militaires britanniques ont été dépêchés pour coordonner directement avec les forces américaines et le destroyer de type 45 HMS Dragon a été déployé en Méditerranée orientale avec les bases britanniques mises à disposition pour les opérations de frappe américaines. La division du travail était précise. Les États-Unis frappent depuis les airs, les systèmes autonomes britanniques neutralisent la menace invisible sous l'eau. Mais voici ce que cette déclaration du 19 mars ne vous dit pas par elle-même. Avant cette déclaration commune, l'Australie, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni avaient tous décliné la demande initiale du président Trump d'envoyer des navires de guerre dans le détroit. Selon une mise à jour opérationnelle de Gantz de mi-mars, Trump n'a pas caché sa frustration, déclarant depuis le bureau ovale que l'OTAN commettait une très grave erreur en remettant en question la solidarité de l'Alliance lorsqu'elle comptait vraiment pour les États-Unis. Le revirement du 19 mars n'était pas un multilatéralisme de principe, c'était la douleur économique.
les prix du pétrole dépassant les 120 dollars le baril, les marchés des matières premières en chaos, les chaînes d'approvisionnement industrielles européennes sous tension, voilà ce qui a transformé la réticence en engagement. L'Alliance a bougé quand les dégâts financiers sont devenus impossibles à ignorer. Avec environ 50 000 militaires américains actuellement déployés dans la région pour soutenir l'opération Epic Fury, selon l'analyse d'Army Recognition, la capacité opérationnelle à maintenir ces efforts reste formidable. Voici les chiffres qui comptent maintenant. Avant le conflit, 138 navires par jour dans le détroit d'Ormuz. Le 17 mars, effondrement à 3. Fin mars, remontée à environ 15 par jour, encore bien en dessous de la normale, mais la direction est incontestablement à la hausse. Le commandant du CENTCOM, l'amiral Cooper, lors d'un briefing le 23 mars, a été direct. Le verrou du détroit d'Ormuz n'est pas encore entièrement ouvert, mais la majorité du mécanisme de verrouillage a été brisé. Les analystes militaires et énergétiques prévoient que 60 à 70% du trafic normal dans le détroit pourrait revenir en quelques semaines si les opérations de déminage se déroulent comme prévu et si l'Iran ne peut pas reconstituer avec succès ses capacités asymétriques. Ce sont deux conditions importantes. Aucune n'est garantie. Maintenant, prenez du recul par rapport aux événements spécifiques et regardez ce que cette opération a réellement démontré sur la guerre du XXIe siècle. Car c'est là que cette histoire devient véritablement historique. Ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz était une démonstration en direct de ce que les analystes militaires appellent les opérations multidomaines. L'intégration simultanée de la puissance aérienne, des systèmes maritimes autonomes, des armes de frappe souterraines de précision, des réseaux de renseignement et des frappes ciblées de décapitation du commandement. Le tout synchronisé pour atteindre un seul objectif stratégique. Aucun élément seul n'était suffisant. Les bombardiers furtifs B-2 ne pouvaient pas neutraliser les vedettes d'attaque rapide. Les A-10 ne pouvaient pas pénétrer les bunkers souterrains de missiles. Les drones Garci ne pouvaient pas détruire les batteries de missiles côtières. Mais combinés, synchronisés à travers les domaines et les calendriers, ils ont démantelé une défense en couche construite pendant 4 décennies en quelques semaines. Le GBU-72 mérite une place particulière dans cette histoire. Développé à partir de 2017, approuvé pour utilisation opérationnelle en octobre 2021, il n'avait jamais été utilisé au combat auparavant. Ses débuts ont validé des années d'investissement, et en le déployant à la place du GBU-57 plus grand et plus rare, les planificateurs américains ont fait preuve d'une pensée stratégique sophistiquée, préservant la plus grande arme pour des cibles nucléaires prioritaires, tout en obtenant des résultats décisifs avec le GBU-72. Les drones de mer autonomes Garci sont la pièce de cette histoire qui pointe le plus directement vers ce qui vient. Des véhicules de surface sans équipage, conduisant 450 heures de patrouille soutenue, capables d'être redirigés de la surveillance vers l'attaque kamikaze sur commande. Couplés aux systèmes autonomes de chasse aux mines de la Royal Navy, déclenchant des détonations contrôlées sans qu'un seul marin ne soit en danger. Vous regardez l'architecture de la guerre maritime pour la prochaine génération de conflits. L'Iran avait compris l'équation de la guerre asymétrique mieux que presque n'importe qui. C'est pourquoi il avait massivement investi dans des menaces bon marché et reproductibles en masse. Drones, mines, vedettes d'attaque rapide. La théorie était solide. Submerger la capacité d'un adversaire à répondre à des outils individuellement peu coûteux, mais collectivement catastrophiques. Le défaut fatal de cette théorie, supposait que l'adversaire ne développerait pas des systèmes autonomes capables de contrer des menaces bon marché à coût tout aussi faible. Les bateaux Garci n'ont pas besoin d'équipage. Les drones de chasse aux mines n'ont pas besoin de plongeurs. Les mathématiques de la guerre asymétrique viennent de fondamentalement changer. Et le détroit d'Ormuz, c'est là où ce changement s'est produit pour la première fois dans un combat réel. La doctrine stratégique de 40 ans de l'Iran est brisée. Le détroit d'Ormuz a toujours été le levier ultime de Téhéran, son option nucléaire en dehors d'une vraie bombe nucléaire. L'hypothèse au cœur de cette doctrine était que tout adversaire hésiterait à payer le prix de son démantèlement, qu'aucun pays n'accepterait la perturbation économique, le risque militaire, l'engagement opérationnel soutenu requis pour le démonter concrètement. Cette hypothèse est morte. Le prix a été payé. Les batteries de missiles côtières de l'Iran sont largement silencieuses. Sa flotte navale a été décimée. Plus de 150 navires endommagés ou détruits. Son commandant de la marine des gardiens de la Révolution est mort. Ses stocks de missiles souterrains réduits de 90%. Ses installations de production de drones ciblés. Ses bases navales frappées dès les premières heures. L'architecture du blocus, 40 ans de construction, s'est effondrée en quelques semaines.
Mais voici la question à laquelle personne ne peut encore répondre pleinement. Que se passe-t-il ensuite? L'Iran dispose encore de lanceurs mobiles ayant survécu. Il conserve des capacités de production de drones. Il possède le savoir-faire pour reconstruire. Les mines dans le détroit sont encore en cours de neutralisation. La perturbation économique se fait encore sentir dans les prix du pétrole, les marchés des matières premières et les taux d'assurance maritime. La normalisation complète du détroit d'Ormuz est un processus, ce n'est pas un événement. Et ce processus n'est pas terminé. Les États-Unis n'ont pas seulement gagné une bataille. Ils ont démontré, dans le point d'étranglement maritime le plus critique de la planète, un nouveau modèle de projection de puissance. Capacité de frappe souterraine, guerre de surface autonome, domination aérienne persistante et frappe chirurgicale de décapitation, le tout fonctionnant ensemble dans une campagne synchronisée qui a démantelé une défense renforcée en couches en moins de 5 semaines. Ce modèle sera étudié par les adversaires, par les alliés, par chaque planificateur militaire sur Terre qui se pose maintenant la question. Si c'est à quoi ressemble la guerre multidomaine américaine en 2026, à quoi ressemblera la prochaine confrontation en 2030? C'est la question que cette opération a posée sur la table, et la réponse définira l'équilibre des puissances pour la prochaine décennie. Nous allons continuer à couvrir chaque développement à mesure que la situation évolue. Les opérations de déminage, les déploiements de la coalition, les chiffres quotidiens des traversées de navires, les efforts de reconstitution iraniens et tout ce qui vient ensuite. Car cette histoire n'est pas terminée. La phase la plus aiguë est peut-être derrière nous, mais les conséquences stratégiques commencent seulement à se déployer. Si vous voulez rester en avance sur ces conséquences, si vous voulez une analyse qui va au-delà des chiffres de première page et qui explique vraiment ce que font les armes, ce que signifient les décisions et où tout cela nous mène, abonnez-vous, activez les notifications, car dans un monde qui évolue aussi vite, être informé n'est pas optionnel. On se retrouve dans la prochaine vidéo.